Vous, est-ce que vous avez l'impression que votre pouvoir d'achat est moins grand que celui de vos parents à votre âge? Aujourd'hui, gagner 100 000 ne veut pas dire la même chose que nos parents, que quand on était jeunes. Fut une époque où acheter une maison, c'était relativement facile ici au Québec. Moi, dans ma classe, j'ai à peu près pas vu aucun étudiant qui n'avait pas un téléphone intelligent dans les mains. Dans les dernières années, on a beaucoup entendu parler d'inflation, du coût de la vie, de la crise du logement, de l'accès à la propriété. Mais est-ce que ça signifie qu'on est moins nantis qu'avant? Ou plutôt, est-ce qu'on est plus exigeant qu'avant? Personnellement, je viens du modèle familial où être heureux, c'est d'avoir un emploi que t'aimes puis qui te permet de mettre du pain et du beurre sur la table de la modeste maison que tu possèdes. Puis en toute franchise, je pensais reproduire ce modèle-là. C'est peut-être votre cas aussi, mais finalement, j'ai 29 ans puis j'habite dans un 3,5. Selon l'Institut de recherche et d'information socio-économique, pourtant, je gagne au-dessus du revenu viable pour une personne seule à Montréal. Puis même à ça, j'ai du mal à voir comment je pourrais accéder à la propriété puis me sentir confortable financièrement. Avant de continuer, je pense que c'est important qu'on comprenne c'est quoi le revenu viable. L'idée, c'est d'essayer de calculer combien ça coûte pour sortir de la pauvreté. C'est un revenu qui permet de répondre à ses besoins de base avec des produits de qualité, qui permet d'avoir de l'espace pour les imprévus, mais qui est quand même un style de vie qui est modeste. Une personne qui travaille à 27 $, de l'heure, 35 heures par semaine, n'atteint toujours pas le revenu viable à Montréal. Une personne qui est à l'aide sociale, là, on est très, très loin du compte. On voit que pour une personne seule, il y a beaucoup de travail à faire. Puis ça, c'est calculé après impôts et transferts. Donc, c'est l'argent qui te reste dans tes poches. Moi, par exemple, il faut qu'il rentre dans mon compte annuellement 38 479 $. Mais là, je n'ai pas encore investi dans mon CELI puis dans mes REER. Et ça inclut mon retour d'impôt et tous les programmes gouvernementaux auxquels j'ai droit. Mais pourquoi d'abord j'ai quand même l'impression que c'est pas assez pour atteindre le train de vie auquel j'aspire? Il n'existe pas d'études récentes qui établissent un montant miracle au Canada au-delà duquel les gens se sentent heureux et confortables financièrement. Mais j'ai réalisé ma petite enquête maison auprès de nos lecteurs puis de mes abonnés sur Instagram. Le salaire personnel qui revient le plus souvent, 100 000 $. Ça veut dire qu'après impôts et transferts, il vous reste environ 68 000 $. C'est plus élevé que ce que l'IRIS calcule nécessaire pour se sortir de la pauvreté, mais si on doit faire vivre une famille avec ce montant-là, on n'est pas très loin de la pauvreté. Dans les études qu'on fait, quand on regarde le coût de la vie pour un ménage de 2 adultes, 2 enfants, par exemple, il n'est pas rare qu'on tourne autour de 90 000, même un petit peu plus. Il y a même des calculs qui nous indiquent qu'on pourrait dépasser le 100 000 $ pour avoir une vie décente de 2 adultes, 2 enfants. Et là, encore là, on parle d'une vie qui est modeste. On ne parle pas d'une vie qui est pleine de richesse, c'est faste et de luxe. 100 000 $, dépendamment des circonstances, c'est absolument pas une vie très confortable. Est-ce qu'il existe un montant pour se sentir en sécurité financièrement? Non, il n'y a pas de montant spécifique, universel qui s'appliquerait à tout le monde, pour la simple et bonne raison que ça va dépendre de plusieurs facteurs. Donc, ça dépend de vos valeurs personnelles, votre coût de vie, votre situation familiale, fiscale. Un chiffre qui s'appliquerait à tout le monde puis qui dit finalement... avec ça, on atteint la sécurité financière, ça n'existe pas. A priori, comme économiste, j'aurais tendance à dire que si vous êtes dans les 20 % qui ont les revenus les plus élevés, j'aurais la difficulté à dire que là, si tu te sens en insécurité financière quand tu es dans les 20 % plus choyés de la société, je me dis, là, il y a peut-être un volet plus psychologique parce que peut-être que ton entourage fait que tout le monde s'achète une voiture, vont dans le sud, puis ils ont une belle maison sur une belle rue, puis là, c'est sûr qu'à 100 000 à Montréal, on n'est pas capable de s'offrir ça. Et c'est un peu sur ça que repose notre sentiment d'injustice par rapport à la vie que vivaient nos parents. Oui, il y avait une maison pour la plupart, mais il faut se rappeler qu'ils voyageaient moins, mangeaient moins d'aliments variés, et surtout possédaient moins d'appareils technologiques. Une récente étude de l'Université de Sherbrooke a montré que depuis le début des années 2000, le pouvoir d'achat des Québécois a augmenté entre 13 et 64 % selon la situation familiale. Et malgré l'inflation qui nous a frappés dans les dernières années, entre 2019 et 2023, le pouvoir d'achat a aussi augmenté dans la majorité des cas. Donc notre perception d'être plus pauvre que nos parents est statistiquement fausse. Mais pourquoi se sent-on encore autant précaire? Qu'est-ce qui a changé au Québec dans les dernières années concernant nos finances?
Bien, l'accès à la propriété, c'est sûr que c'est inévitablement un enjeu de conversation dans toutes les familles. Fut une époque où acheter une maison, c'était relativement facile ici au Québec. Un autre changement majeur, je dirais, dans nos finances, c'est la responsabilité individuelle que les gens doivent prendre pour assumer la préparation de leur retraite. La sécurité financière où le succès est perçu comme étant je suis propriétaire, bien, il va en avoir de moins en moins, ça va être de plus en plus difficile. Tous les autres aspects qu'on a dans la société, accès à un téléphone intelligent, prendre l'avion pour aller en Europe ou en vacances, la variété des fruits et des légumes qu'on a en hiver. Je pense que quand on ne peut plus avoir quelque chose, il y a un élément psychologique, c'est qu'on n'a jamais autant le goût de l'avoir. Donc, vouloir quelque chose, comme devenir propriétaire, mais pas être en mesure de l'obtenir, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on a moins d'argent que nos parents. Richard Gay est un expert de la finance comportementale, une théorie qui étudie la psychologie sociale pour expliquer les décisions financières des personnes. Et souvent, ce qu'on réalise, c'est que pour être comblé, les gens doivent pouvoir se permettre quelques petits plaisirs de la vie, ce qu'on appelle des choix irrationnels. Pour être heureux, on ne peut pas seulement atteindre des objectifs financiers. C'est vrai que des fois, les gens, on voit qu'ils n'optimisent pas leur richesse ou ils n'atteignent pas leurs objectifs qui se sont fixés, mais ce n'est pas nécessairement irrationnel en termes de bonheur parce qu'ils sont heureux quand même. Un bon exemple, c'est la sortie au resto qu'on peut s'accorder avec nos amis si on a les moyens. Mais attention, justement, il y a un risque ici, parce que la marge de manœuvre financière, c'est pas la même pour tout le monde. Il y a des objectifs, disons, qui sont plutôt vitaux, là, être capable d'assurer ma sécurité financière, être capable de vivre convenablement dans ma vie et peut-être aussi à la retraite, se préparer à la retraite. Je dirais là-dessus, pour des gens qui ont de la difficulté à atteindre ces objectifs-là, on ne peut pas se permettre beaucoup de finances comportementales ou de décisions non optimales. Donc, il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège des réseaux sociaux puis se laisser influencer par une vie qu'on aimerait avoir, mais qu'on ne peut pas se permettre. Définitivement, on est influencé à des niveaux supérieurs comme jamais, comme les gens ont vécu dans le passé. L'exemple du voisin gonflable, là, il y a quelques décennies, c'était dans mon quartier, tout le monde a une piscine, donc je me fais installer une piscine. Donc on se comparait aux gens qui étaient près de nous. Mais maintenant, le voisin, il est à côté de nous toute la journée sur un écran de cellulaire, dans les médias sociaux. Donc, on voit la vie des gens, on voit leurs dépenses au restaurant, leurs belles maisons décorées au goût du jour, les vacances familiales de rêve. Donc, effectivement, la comparaison est à un niveau très, très élevé. Ça peut aussi donner l'impression d'une fausse richesse, ce qui est très dangereux. Des vrais riches, là, entre guillemets, c'est un faible pourcentage de la population. On a tendance à voir plus haut que nous. On a tendance à se comparer toujours aux gens qui ont plus d'argent. Ceux qui en ont vraiment moins, on a tendance un peu à les déshumaniser, à ne pas voir leurs défis, ne pas voir leurs problèmes. C'est un peu aussi de tout ça dont on parle en parlant du revenu viable, en disant sortir de la pauvreté, c'est avoir les moyens de faire des choix. Parce qu'on oublie que vivre dans la pauvreté, c'est d'avoir un stress continuel, avoir un poids énorme sur ses épaules où on se pose la question, avec l'argent que j'ai, est-ce que je paye mon loyer? Est-ce que je paye ma nourriture? Est-ce que j'achète un nouveau manteau à mon enfant? On est toujours dans un stress continuel qui limite la possibilité d'avoir des opportunités pour faire des meilleurs choix. En résumé, la majorité des gens va toujours vouloir faire plus d'argent et va toujours se sentir un peu moyen comparé à leurs voisins. C'est psychologique. Mais peut-être que ce qui nous apparaît comme nécessaire, ce n'est pas tout à fait. Ce que mes clients me disent, c'est que c'est plus difficile pour leurs enfants de faire des choix. Puis je pense même pour les parents aujourd'hui, certains oublient tout le parcours qu'eux ont fait. Donc, quand il y avait l'âge de leurs enfants, ils en ont relevé beaucoup de défis financiers. Acheter des maisons avec des taux d'emprunt de 18 à une certaine époque, d'avoir des maisons pas nécessairement meublées avec des biens de l'année, pas des grosses vacances. Donc, c'est comme si toute cette ancienne vie-là, eux, maintenant qui sont plus confortables financièrement, ont tendance à vouloir même peut-être pousser ça vers leurs enfants. Mais est-ce que c'est un cadeau? C'est un cadeau empoisonné parce que l'enfant, quand il commence sa vie autonome, va avoir des choix financièrement à faire un jour ou l'autre. C'est inévitable. Il y a peut-être un travail à faire, à se poser les questions. Est-ce que nos besoins sont les besoins qui sont adéquats? Est-ce qu'on pourrait réduire nos besoins et continuer d'avoir une vie qui est décente? Est-ce qu'on peut avoir une vie peut-être un petit peu plus modeste et encore être confortable? Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. Pour résumer tout ça, je pense que la réponse à ma question, c'est qu'il faut arrêter de se comparer, puis surtout aux plus riches que nous.
Il n'existe pas de montant miracle qui permet de vivre une vie financière sans souci. Les gens qui font plus d'argent en dépensent généralement plus. Il faut relativiser puis faire des choix parfois difficiles. Après cette vidéo-là, est-ce que vous vous sentez plus riche ou moins riche que vous ne le pensiez? Dites-moi ça en commentaire. Puis si vous aimez ce genre de vidéo-là, n'oubliez pas de nous laisser un j'aime puis de vous abonner. Bye!